j'invite à me rejoindre des experts de première classe. Guillaume Hennet, en charge du développement pour Boucle Énergie. Aurélie Godilière, présidente cofondatrice d'Enerlis. Marjolaine Grisard, directrice RSE, groupe de Nexity. Asseyez-vous, prenez place. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Guillaume Hennet, on ne connaît pas nécessairement partout Boucle Énergie, un producteur d'énergie renouvelable, locale, partagée. Si j'ai bien compris l'idée, au lieu de mettre des panneaux solaires juste pour sa propre consommation, il y a du partage. Vous voulez bien revenir là-dessus, s'il vous plaît ? En 2 mots, le point de départ, puisque je pense que c'est important, on est au tout début de la transition énergétique et pourtant on fait déjà face à des grosses réticences sur l'installation des infrastructures de production d'énergie renouvelable. Et nous, on voulait prendre ce sujet sérieusement et pas le balayer d'un revers de la main en se disant finalement NIMBY, les gens sont conservateurs et veulent pas voir les infrastructures. Et le point central, et ça fait le lien avec la ville, c'est qu'en fait la ville c'est un petit peu comme un arbre, on pense à son tronc, on pense à ses branches et à ses feuilles, mais en fait c'est un système racinaire et l'énergie de la ville elle est produite en fait en zone rurale principalement et les infrastructures de la transition énergétique, eh ben, c'est de la concurrence avec les sols agricoles, c'est de la concurrence avec la biodiversité. Et donc, le point de départ, c'était vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on fait évoluer le mix énergétique des villes sans les externalités négatives. Et donc, on a travaillé sur l'autoconsommation collective, puisque le deuxième point, c'est le premier point, travailler les externalités, et le deuxième, mutualiser, puisque en ville, on a une problématique, c'est la disponibilité foncière. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est des projets qui de manière résumée, sont assez simples. On va installer des panneaux solaires sur les toitures, sur les ombrières, et on va mutualiser ces infrastructures de production pour qu'elles soient partagées à l'échelle d'un quartier. Donc c'est construire la ville de demain, mais sur la ville d'aujourd'hui, sur des surfaces fatales. Et si je vous entends bien, tout le monde trouve ça bien dans l'idée, mais personne ne le veut chez soi. Hein. Non, alors nous... Il y a de réticence. Non, je parle de réticence, puisque en fait, ce qui se passe, c'est... on a, par exemple, dans les zones rurales, hein, si on prend les champs solaires qu'on connaît, on va avoir des effets négatifs très forts. Le premier, c'est qu'on va avoir un renchérissement des terres agricoles avec des difficultés d'installation pour les exploitants agricoles. On va avoir aussi, finalement, des acteurs qui ont l'infrastructure de production. Alors, il se trouve que moi, je trouve ça assez esthétique, un champ solaire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ils ne vont pas bénéficier de l'énergie. Et c'était aussi cette idée de travailler sur le circuit court, donc finalement qu'on rapproche la production de la consommation et que les acteurs qui accueillent les infrastructures de production soient aussi ceux qui bénéficient de l'énergie décarbonée qui en est produite. Donc ne pas avoir d'un côté les infrastructures et les externalités et de l'autre les bénéfices et de rapprocher en circuit court, production et consommation. Vous aussi, Marjolaine Grisard, chez Nexity, je rappelle que vous êtes en charge de la RSE. Nexity, 4,7 milliards de chiffre d'affaires en 2022, avec cette ligne, cette raison d'être, imaginez la ville ensemble. J'ai lu ça sur votre site internet. Ça en fait partie, l'efficacité énergétique pour arriver à avancer sur ce chemin. Oui, tout à fait. Donc effectivement, Nexity, pour vous donner un petit peu une image, on a différents métiers, on fait de l'aménagement. On est un des premiers promoteurs en France, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des logements, des bureaux, et puis on fait ce qu'on appelle des services à l'immobilier. Donc pour des clients particuliers, on est par exemple syndic de copropriété, ou pour des clients entreprises, on fait du property management. Donc c'est une entreprise qui est très engagée dans la transition depuis de nombreuses années. On a une trajectoire carbone depuis 2015 qui prend en compte tous les impacts carbone de l'entreprise. On a lancé aussi des bureaux bois. Donc on travaille finalement ces sujets d'empreinte carbone, on va dire, de la construction de la ville depuis de nombreuses années. Pas tout seul, parce qu'on imagine des projets, on les travaille avec des architectes, avec des bureaux d'études, avec des entreprises du bâtiment. En tout cas, le pivot qui est en train de s'accélérer notablement, c'est de vraiment être acteur de la régénération urbaine. Donc régénération urbaine, c'est plusieurs visages. Ça peut être une requalification de zone d'activité. On a fait ça sur une ZAC PSA à Asnières. Aujourd'hui, c'est un vrai village. Vous avez des logements, des bureaux, de l'activité, des espaces verts. C'est vraiment du lien social. On fait aussi de la transformation de bureaux en logements. Donc c'est un travail sur les usages. On réhabilite aussi des parkings à étages en logement.
Et en tout cas, de plus en plus, on a ce travail très fin sur l'usage, la mixité, qui est finalement acteur de la sobriété foncière. Et puis, comme nous l'a dit Elisabeth Lavigne, facteur aussi finalement de la résilience de la ville. Est-ce que ça coûte plus cher de construire avec une empreinte carbone plus faible? Alors, oui et non. Des choses sérieuses, voilà, les bonnes intentions et les spirales vertueuses, tant mieux, mais soyons pragmatiques aussi. Alors, oui et non. Oui, ça coûte plus cher quand on achète du bois par rapport à du béton classique. Oui, il y a des solutions pour maîtriser ces surinvestissements. Donc, en fait, quand on parle de poids carbone d'une opération immobilière, il faut savoir que c'est principalement les modes constructifs et les matériaux. Évidemment, plus le bâtiment est performant, plus le poids relatif des matériaux est important. Et puis, le reste, c'est la consommation d'énergie. Finalement, ce sont les usages pendant la durée de vie. Donc, les leviers, c'est bien évidemment le type de matériaux mis en œuvre, aussi les modes constructifs, la performance. Donc, plus vous prenez ces sujets en amont dans la conception, moins c'est cher. Moins vous avez une modification de programme ou de nouveaux systèmes à mettre en œuvre. Voilà, donc en fait, nous, on travaille ces sujets depuis de nombreuses années. Comme je disais, on a progressé collectivement avec l'écosystème. On a aussi un effet taille qui permet de négocier un certain nombre d'achats. Et puis, on innove, on met en place des nouveaux modes constructifs, comme par exemple de la construction hors site, ce qu'on appelle du modulaire 2D, même 3D maintenant, on pourra en reparler. Donc voilà, oui, ça coûte plus cher, mais oui, il y a des solutions et on arrive aujourd'hui à faire des bâtiments de logement ou de bureaux qui sont à la fois très bas carbone et qui sont accessibles et disponibles partout en France pour tous. Aurélie Godilière, je me tourne vers vous. Vous êtes présidente, cofondatrice d'Enerlis, opérateur de la transition énergétique. Ces sujets n'ont pas de secret pour vous. Et en fait, l'histoire est différente d'un bâtiment à l'autre. Il faut d'abord regarder quelle est la performance, j'imagine. Donc vous êtes spécialiste de l'audit. Comment ça se passe quand on parle d'efficacité énergétique? Ce n'est pas juste un concept abstrait. Il faut regarder par site, n'est-ce pas, par bâtiment? Tout à fait, par bâtiment. Bonjour. Donc nous, on s'est toujours positionné, on a toujours eu l'envie d'être un opérateur global pour avoir le meilleur impact possible. Donc c'est-à-dire, c'est pas seulement l'audit, c'est comme quand vous voulez maigrir. Parlez pas de sujets difficiles, s'il vous plaît, pas déjà. D'abord, on se pèse. On se pèse pour savoir d'où l'on vient et où on veut aller. Donc nous, on s'est positionné comme ça. Donc on décarbone les bâtiments, on audite, on préconise les travaux, on les réalise, on les finance tout ou partie et évidemment on s'engage sur un résultat. Donc d'un bâtiment à l'autre, vous n'avez jamais la même chose. Donc les deux objectifs sont diminuer évidemment la consommation énergétique et la facture énergétique et diminuer l'impact environnemental en mettant les ENR. Donc ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque, parce que ça fait 10 ans qu'on existe cette semaine, on appelait bon anniversaire. Merci. On appelait ça pas encore la décarbonation des bâtiments. Alors l'État, semble-t-il, avait tout compris comme vous. Hein, il a lancé le DPE, diagnostic de performance énergétique, mais on ne peut pas dire que la perception soit absolument positive, parce qu'il y a eu quelques couacs. Donc oui, diagnostic, mais est-ce qu'on n'est pas dans l'écologie punitive aussi parfois, hein? Non, pour moi, on n'est pas dans l'écologie. Enfin, on n'est pas dans l'écologie punitive. On est dans une obligation maintenant d'évoluer, de faire des travaux. Donc, il faut savoir d'où l'on vient. Au-delà du DPE, je pense que l'État fait quand même pas mal de choses aussi dans le tertiaire. Et Nexity doit le savoir. On travaille pas mal avec eux en property management sur toutes ces obligations de baisse de la décarbonation à horizon 2050 et de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, on peut aller jusqu'à 30-40% d'économie d'énergie, s'engager comme ça sur 10 ans et financer ces travaux. Ça vaut quand même le coup. Vous auriez un exemple, une réalisation à citer? Vous en avez tellement, ça nous permettra de visualiser un petit peu ce qui peut être fait. Tout à fait. Je peux vous donner un exemple. La tour Franklin à La Défense, vous avez 72 000 m². On est passé par un property manager, justement, qui nous a sollicité. Donc, on a fait un audit énergétique et on s'est engagé à leur faire 1,3 million d'économies d'énergie sur 5 ans. Donc quand vous ramenez ça annuellement, ça fait une économie garantie de 170 000 € pour un investissement d'Enerlis d'1 million de travaux. Et donc,
on leur facture mensuellement 210 000 euros. Donc vous voyez, en fait, on fait en sorte que le loyer soit toujours inférieur aux économies d'énergie qu'ils vont gagner. Et ça passe par quoi, comme sans être trop technique Alors, vous avez de la régulation de matériel, tout ce qui est GTB, vous allez pouvoir avoir de l'isolation, enfin, c'est assez global. Là, pour le coup, c'était vraiment de la régulation de matériel. Et à savoir que les économies qu'ils ont réellement réalisées, rien qu'en 2023, à cause de la hausse de l'énergie, ils ont déjà fait 1 million d'économies. Guillaume Héné, vous jonglez également avec ces notions. Je crois que Boucle Énergie est né d'un projet de recherche avec les instituts Carnot. Il y avait ce constat, il y a une demande de plus en plus forte d'énergie. Et c'est un sujet sur lequel on s'est rarement interrogé par le passé sur la source, sur la nature. Alors, il y a effectivement une évolution, d'ailleurs, que ce soit du côté du citoyen ou de tous les consommateurs d'énergie qui finalement étaient en bout de chaîne et qui choisissaient ni la source et qui étaient soumis aux aléas de marché sur, en plus, un prix de l'électricité qui est fixé généralement par rapport au prix du gaz en Europe. Donc il y avait ce sujet-là, ce qui fait le lien avec la question du prix, et c'est le cas pour tout le monde. En fait, la transition écologique et énergétique spécifiquement, sur la question du coût, on va substituer en fait des coûts de fonctionnement par un coût d'investissement. Où en fait, finalement, si on fait une analyse de cycle de vie d'un projet, que ce soit un bâtiment, que ce soit un cycle énergétique, c'est beaucoup moins cher en fait sur la durée entière. Par contre, ça demande de mobiliser des investissements conséquents en amont. Et la performance de ces investissements vont permettre globalement de baisser le coût. Ça fait le lien aussi avec la question vous parliez d'écologie punitive, moi j'aime pas du tout ce terme-là. De manière générale, les marchés de l'environnement, ils émergent d'une façon assez claire. C'est la société et les citoyens, et puis d'ailleurs la jeunesse, devient de plus en plus exigeante et crée un rapport de force dans la société. Ça pousse les pouvoirs publics à prendre des réglementations, et c'est dans le sillage de ces réglementations qu'émergent les marchés. Il y a vraiment un rôle d'accélération extrêmement importante, alors qui n'est pas le fait exclusif de la réglementation, puisqu'il est d'abord le fait d'un rapport de force dans la société. On le voit, nous, c'est des projets qu'on a lancés avant l'adoption de la loi ZAN, avant la loi APER sur la solarisation des parkings, mais ça va nous aider grandement à accélérer le déploiement de ces solutions de circuits courts énergétiques. Donc il y a à la fois des gains économiques et une réponse finalement à une demande sociale qui est importante et qui se matérialise, en tout cas chez nous, quand on a encore une démocratie, par des règles et des normes. Quand on a échangé, vous avez employé un beau concept, le mot de consommateur. C'est ce que vous voulez dire. On n'est pas là à attendre effectivement les clés de son logement. On a un choix, des arbitrages à faire pour changer les choses. Alors il se trouve que le solaire, on a eu des chutes de prix extrêmement importantes récemment. On a des enjeux de souveraineté industrielle sur la maîtrise de l'outil industriel de production des systèmes énergétiques en France. Mais par contre, sur la production solaire aujourd'hui, en fait, on est déjà compétitif par rapport au prix. Je veux dire, même hors CAPEX, on est déjà en capacité de proposer, nous, à des clients des prix qui sont intéressants. Donc, il y a à la fois cette volonté d'avoir un choix qui est très important de la part des entreprises, de la part des collectivités territoriales aussi, de la part des citoyens, mais aussi un signal prix, parce que si on a l'un sans l'autre, en général, je veux dire, il y a quand même une urgence sur la question de la transition énergétique et on pourrait repousser toute une série de décisions. Il faut les deux, c'est-à-dire du volontarisme qui est accompagné par des normes, mais aussi un signal prix qui permet aux acteurs, et notamment à ceux qui n'ont pas les poches les plus profondes, de bénéficier de la transition énergétique. Marjolaine Grisard, vous êtes sur beaucoup d'appels d'offres. Aujourd'hui, dans les cahiers des charges, le bilan carbone, ça fait partie du cahier des charges où, oui, on parle beaucoup du prix, ça fait partie de l'équation, ça reste dominant là-dessus. Voilà, quelle est la part de l'empreinte carbone ? Oui, alors il y a des appels d'offres, on peut aussi imaginer des projets en direct. En tout cas, c'est un vrai élément différenciant aujourd'hui. C'est quand même des réponses attendues par les collectivités.
Donc je peux vous donner un exemple, on parlait de régénération urbaine. On a gagné un gros partenariat, hein, c'est finalement un partenariat qu'on a signé récemment avec le groupe Carrefour. Et en fait, on va être amené à requalifier plus de 70 sites en France. Alors, on parle de quoi? On parle beaucoup d'entrée de ville, donc vous imaginez ces zones commerciales, mais on parle aussi de cœur de ville. Donc ça veut dire que sur ces zones-là, on va refaire la ville sur la ville, on va créer du logement, créer du bureau, créer de l'activité, réfléchir à cette intensité d'usage, à cette mixité d'usage. Et en fait, une des raisons qui a en tout cas intéressé et peut-être fait pencher la balance, c'est effectivement qu'on a proposé du très bas carbone abordable, donc rester dans cette maîtrise des coûts. On a proposé des solutions, notamment avec notre solution en modulaire 2D. Alors modulaire 2D, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites fabriquer des panneaux en usine et qu'ensuite, du coup, vous assemblez sur le chantier. Donc ce sont des panneaux bois. Ça permet d'avoir un chantier qui est plus rapide, donc ça intéresse tout le monde, qui nécessite moins de main-d'œuvre, qui génère moins de nuisances. Donc c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, on va même au-delà. On travaille sur le modulaire 3 dimensions. On a signé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Top Hat, qui fait ça depuis quelques années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en usine, vous fabriquez une pièce de votre immeuble. Donc ça peut être un salon avec cuisine équipée, et ensuite vous assemblez sur le chantier ces différents modules. Donc évidemment, ce sont des modules qui sont extrêmement bas carbone. Ça veut dire que vous avez une qualité de finition extrêmement élevée par rapport aux pratiques, et ça veut dire que vous gagnez aussi du temps, donc et que vous maîtrisez les coûts. Donc on a ces solutions qui sont vraiment de l'innovation, c'est ce qu'on appelle de l'industrialisation. On est dans un secteur où on fait vraiment du sur-mesure, hein, c'est de l'artisanat, chaque opération est identique. On pense vraiment qu'on peut industrialiser un peu plus, tout en gardant les spécificités bien évidemment locales, la culture, l'architecture locale. En tout cas, c'est un des facteurs d'accélération de cette transition bas carbone dans la ville. Donc vous, c'est une stratégie de partenariat pour arriver effectivement à améliorer, à réduire l'empreinte carbone sur tous vos projets. Oui, tout à fait. Des partenariats, on avance plus vite ensemble, on est plus intelligent ensemble. On ne peut pas travailler tout seul, hein. C'est un secteur où tout est imbriqué, la collectivité, les fournisseurs de solutions, les architectes, etc. On a aussi des partenariats sur les vecteurs énergétiques, parce que je vous ai parlé beaucoup des modes constructifs des matériaux. L'empreinte carbone, qui est la partie consommation d'énergie pendant la durée de vie du bâtiment. Il faut travailler bien évidemment la performance du bâtiment, son orientation, etc. Et également avoir un vecteur énergétique décarboné. Donc on a des partenariats, on a déployé massivement des pompes à chaleur. Vous avez un haut rendement, vous avez un vecteur énergétique qui en France est décarboné. Comment est-ce qu'on a déployé ça? On a formé nos collaborateurs, on a fait des partenariats. On a aussi des partenariats sur la géothermie, hein. On sait que c'est une solution qui peut aussi être relativement facilement déployable un peu partout en France. On a ce sujet du financement, donc qu'est-ce qu'on fait collectivement avec les partenaires? On réfléchit à comment est-ce qu'on peut financer ce surinvestissement, par exemple avec du tiers financement ou par exemple avec ces économies de charge qui sont tout à fait conséquentes et bénéfiques pour les utilisateurs. Vous voulez développer un petit peu l'un ou l'autre la piste effectivement de la géothermie qu'on connaît un petit peu moins bien? Alors, je ne suis pas spécialiste de la géothermie. Par contre, il y a un élément qui... Alors, il y a d'ailleurs plusieurs projets de géothermie en Ile-de-France qui viennent de sortir de terre. On est typiquement là sur des... Alors, il y a différents modèles hein, de géothermie. Moi, ceux que je trouve les plus intéressants, c'est ceux qui sont finalement dans une mutualisation d'une infrastructure, parce qu'on arrive en fait à des coûts... déjà une efficacité énergétique extrêmement forte et à des coûts extrêmement compétitifs. Donc la géothermie, c'est clairement, puisque dans la consommation énergétique du bâtiment, la chaleur est un des postes principaux. Il y a un débat pour le moins d'actualité sur la question de l'électrification, sur le chauffage. Il y a quand même...
voilà, on a besoin d'électrifier beaucoup d'usages. Le chauffage électrique, c'est quand même un grille-pain encore jusqu'à aujourd'hui avec des consommations extrêmement fortes. La géothermie dans les zones denses vient apporter une vraie réponse à un besoin de chaleur du bâtiment et ça demande, et je pense que ça, un des points, faire la ville, c'est faire ensemble, c'est faire société la ville. Et la géothermie, mais tout comme tous les projets qu'on peut porter les uns et les autres, en fait, c'est comment est-ce qu'on va désiloter, décloisonner et réussir à faire, alors moi je parle d'aménagement énergétique du territoire, mais c'est comment on va réussir à créer du collectif dans l'amont des projets, dans la vie des projets, et puis là où finalement on a les plus grande capacité de transformation, c'est qu'en fait, on va créer des communautés énergétiques une fois qu'on a un projet de géothermie, une fois qu'on a un projet d'autoconsommation collective. Et les acteurs, du fait qu'ils prennent l'habitude de travailler ensemble, derrière, ils vont aller vers plus de sobriété. Ça va permettre de rajouter toute une série de briques. C'est comme un Lego. On commence par un élément, puis derrière, on va pouvoir rajouter la mobilité électrique. Derrière, on va pouvoir végétaliser de manière mutualisée. On va pouvoir avoir une gestion de l'eau plus performante à la parcelle, des réemplois, du réusage, tout ce qui est de l'ordre de l'écologie territoriale et industrielle. En fait, il y a la capacité de transformation, elle vient des solutions qu'on peut porter les uns et les autres, mais elle vient surtout du fait de cette ingénierie sociale qu'implique la transition écologique, c'est-à-dire de mutualiser et de faire communauté. Il y a des modes, j'ai l'impression, dans ce secteur. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup de domotique. C'est encore d'actualité chez Nexity, par exemple? Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de smart building, smart city également. Ces dernières années, beaucoup de sobriété. Alors oui, nous, on a travaillé la domotique. On avait un système qui s'appelait Eugénie. On a signé récemment un partenariat avec Schneider Electric sur des solutions de pilotage et du coup de performance et d'optimisation. Ce qu'on travaille aussi, c'est de l'innovation sobre, avec un exemple de bâtiment qui n'est pas un concept building imaginaire, mais quelque chose qui existe déjà en Autriche. On a un partenariat avec un cabinet d'architectes pour cet immeuble qu'on a appelé essentiel ou qu'on appelle 22-26, qui ne nécessite ni chauffage ni climatisation. Donc là, on est sur du bâtiment tertiaire ou qu'on travaille en logement à Lyon, où on va travailler l'orientation, on va travailler l'inertie, l'isolation du bâtiment, et un gros travail sur les ouvrants, capter l'énergie solaire en hiver, gérer le confort d'été, un gros travail aussi sur la ventilation naturelle. Donc là, on peut dire que oui, effectivement, par ce travail notamment sur la ventilation, on arrive à un bâtiment qui est quasiment passif, donc qui ne va pas consommer d'énergie en phase d'occupation. Et ce bâtiment, je vous disais qu'on travaillait aujourd'hui à Lyon. Avec la collectivité locale, on va le proposer sous le système du bail réel solidaire. Donc c'est ce système qui vous permet de dissocier le foncier du bâti. Donc ça va être un logement qui va être abordable, en tout cas à destination de ménages sous conditions de ressources, et qui auront des charges extrêmement faibles pour eux. Merci. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même une convergence sur la nécessité de réduire la consommation d'énergie. Alors, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui freine, Aurélie Godilière? Vous êtes sur le terrain, racontez-nous. Alors, tout le monde est convaincu, on sait maintenant depuis la guerre en Ukraine que la résilience énergétique, elle est obligatoire en France. Tout le monde est convaincu. Nous, tous les gens qu'on va voir, que ce soit les collectivités, des bailleurs privés, tout le monde le sait. Maintenant, il y a le petit sujet donc, du financement, des outils juridiques qui peuvent exister, comment on met en place, et bien sûr la main-d'œuvre, parce que maintenant, il faut exécuter tout ça. Et on a des gros problèmes de formation et de main-d'œuvre en France sur la transition énergétique. Donc, si on veut se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés, je pense qu'il faut se donner les moyens de la formation. Donc, il y a une réforme de l'apprentissage, c'est très bien. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, que les entreprises prennent leur destin en main aussi. S'il y a quelqu'un de l'éducation nationale dans la salle, je serais ravie de discuter avec lui sur toute la filière professionnelle, qu'il faut vraiment rediriger vers tous ces métiers de la transition. Car il y a un manque criard. Nous, on installe beaucoup de centrales photovoltaïques un peu partout en France.
Et c'est très difficile de trouver des charpentiers, c'est très difficile de trouver des couvreurs, très difficile de trouver tous ces métiers finalement artisanaux et qui font ça va être un vrai problème pour atteindre les objectifs. Donc nous, on a pris notre destin en main, comme je vous disais, on crée des CFA, mais en même temps, on est une entreprise, on n'est pas... On n'est pas spécialiste de la formation au départ. On n'est pas Energis Academy non plus. Enfin, on a vocation, une mission à réaliser. Voilà, exactement. Enfin, un objectif économique quand même derrière. Donc on fait ce qu'on peut, mais on demande vraiment une aide là-dessus. Et je sais pas. Enfin, on a aussi été voir la FFB, tous ces gens-là, pour vraiment, si vous voulez, les sensibiliser à ce sujet qui va être un problème si on ne réagit pas un peu plus vite. Voilà, vous êtes devenu professeur, enseignant, et vous avez une promotion de combien et où, et vous allez la monter à combien? Alors, pas beaucoup, ils étaient 2, mais à Marseille, et des électriciens, donc on a embauché les 2 d'ailleurs. Et c'est des choses qu'on veut faire un peu partout en France, parce que comme on travaille pas mal avec les collectivités locales, ils vous demandent aussi de faire travailler des gens, évidemment, en local. Et effectivement, parce que c'est un secteur qui ne cesse de s'agrandir. Il y a une filière. Alors, l'éducation nationale, est-ce qu'ils ont les bonnes nomenclatures aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Parce que je peux pas imaginer qu'ils soient contre. On a une planification écologique au niveau du gouvernement. Quand vous toquez à leur porte, là, il y a les instituts, il manque des organismes de formation. Puis peut-être, parlons du territoire. Tout se passe pas à Paris, quoi. Tout ne se passe pas à Paris et tout est centralisé. Et puis vous savez qu'il y a encore, je dirais, l'enseignement général et l'enseignement professionnel est encore un peu clivé, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut redonner, faire un peu comme en Allemagne, si vous voulez, redorer le blason du professionnel en expliquant que c'est notre industrie de demain, mais puisque la transition énergétique, c'est la nouvelle industrie. Enfin, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat. Un grand groupe comme Nexity, j'imagine que ces questions de formation, il y a des perspectives d'emploi dans ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que cette pénurie de personnes qualifiées, elle va être de plus en plus criante. Oui, alors nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est de l'accompagnement du changement. En fait, tout ce dont on parle, c'est travailler différemment. Donc on accompagne beaucoup nos collaborateurs pour se former, travailler différemment, comme je disais tout à l'heure, avec l'écosystème. On travaille aussi beaucoup des sujets par notre fondation d'entreprise d'insertion des jeunes aussi. On a lancé aussi des CFA. Ça permet également de former des jeunes et à la sortie de leur proposer des emplois. Donc effectivement, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette transition dans notre secteur, c'est qu'on a des solutions. Ce qui nous manque, c'est peut-être des solutions pour financer. Comme je vous disais en introduction, on est syndic de copropriété. On est acteur de la rénovation énergétique de l'existant. Et des fois, on bute sur des problématiques de blocage d'opérations. Donc, il faut que collectivement, on arrive à dépasser ça pour pouvoir accélérer cette transformation. Donc, oui, la réglementation incite tout le monde à accélérer. Des fois, il faut qu'on trouve des solutions qui soient peut-être davantage incitatives parce que les solutions existent, elles sont locales, elles sont non délocalisables et elles créent de l'emploi en France. Guillaume Ménet, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le sujet, mais sinon j'aurais une autre question parce qu'on est un petit peu vite. Un petit mot sur les RH. Ouais. Alors effectivement, un des défis, quand il y a un certain nombre d'études, il y a une association professionnelle des éco-entreprises qui chaque année fait un petit peu une étude d'opinion des dirigeants de la filière. Pendant longtemps, la question du financement était le principal frein identifié par les dirigeants au déploiement de leur activité. Aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc on a vraiment un sujet d'accompagner les nouveaux métiers dans électriciens, électrotechniques, etc. Il y a vraiment des besoins colossaux. Mais je dirais que sur la formation, il n'y a pas non plus que ce besoin de main-d'œuvre qualifiée ou de requalification. Il y a aussi besoin de former nos dirigeants politiques, les dirigeants des grandes entreprises, ou je sais pas, si on pense aux directions achats, aux directions immobilières, aux directions financières. D'ailleurs, les directions RSE jouent un rôle important de prescription en interne, d'accompagner ces acteurs-là à évoluer et à mettre en œuvre des solutions nouvelles. Mais en fait, le besoin de formation, il est vraiment général. Et
sous un angle qui, à mon avis, est le point important, c'est oui, on a les solutions, oui, c'est possible de les déployer. La question, c'est la rapidité d'exécution et la massification. En fait, le sujet, il est vraiment là. C'est très bien de faire un projet parfait à un endroit. Il y a un enjeu de systématisation. Et cette systématisation, elle n'est possible, comme on parle justement, il y a quelque chose d'artisanal dans le sens où il faut coller à la réalité de l'écosystème local, à la réalité de son tissu urbain. Donc c'est comment est-ce qu'on finalement on réussit à faire massivement plein de petits projets qui mis bout à bout sont finalement là un grand changement systémique. Si on explicite un petit peu vos projets pour les concrétiser, est-ce que vous avez des exemples? On peut imaginer, bah oui, bah ça va marcher le solaire à Avignon, mais non, vous travaillez sur tout le territoire. C'est quoi? C'est 6 centrales solaires? Expliquez-nous. Alors aujourd'hui, on a 7 projets en développement du nord au sud de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays, par exemple, comme les Pays-Bas, est beaucoup plus avancé en termes, proportionnellement, en termes de déploiement de projets solaires. On a suffisamment de soleil à Lille. Alors oui, c'est 800 kWh par 800 kW crête quand c'est 1350 à Nice. C'est le prix, le sujet. Alors on va avoir aussi un petit décalage d'amortissement carbone si on prend l'analyse de cycle de vie. Ça va être un petit peu plus long à Lille qu'à Nice. Par contre, c'est possible de travailler aujourd'hui en solaire absolument partout sur le territoire et d'avoir, et c'est ça aussi qui est important, de proposer des prix d'électricité compétitifs, même à Dunkerque. Et on prend un projet Saint-Martin-d'Air. Voilà. Qui sont les acteurs qui ont accepté de partager, mutualiser cette énergie? Alors pour le rendre très concret, on va travailler principalement, nous, les zones d'activité économique. Donc c'est ces entrées de ville qu'on connaît tous, qui ont fleuri dans les années 60. Aujourd'hui, il y a 24 000 zones d'activité économique en France. C'est énorme. Une partie d'entre elles a vocation à être totalement requalifiée puisqu'elles ne correspondent plus déjà aux enjeux et aux objectifs de décarbonation confèrent les problématiques de mobilité, de bâtiments de faible qualité, mais elles concentrent aussi une partie non négligeable de l'activité économique du pays. C'est près de 60% des emplois qui sont aujourd'hui sur les zones d'activité économique. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de la main ces zones existantes, donc il faut les accompagner dans leur transformation. Donc si on prend un projet concret, Saint-Martin-d'Air ou Sassenage, on est aussi en train d'en développer à Annecy, à Chambéry, on est très présent en ce moment sur Auvergne-Rhône-Alpes. On va avoir 7 centrales qui vont être installées chez Lidl, par exemple, chez Précis Technique, qui est une petite industrie locale qui a des machines-outils pour faire de l'encapsulage de bouchons pour parfums, chez des sociétés qui font du tertiaire et du conseil. Donc ça va être en toiture, en ombrière de parking et un petit peu de délaissé de bordure de parcelles. Et il y a une vingtaine de consommateurs. Alors nous, jusqu'à maintenant, on a ciblé sur Boucle les entreprises, puisque l'idée c'est aussi de déployer rapidement. Et il se trouve que les entreprises consomment de l'énergie en même temps que le soleil en produit. Donc on arrive à avoir une performance d'autoconsommation, puisque c'est aussi ça le sujet qui est important. Je dirais quand même un élément, on ne vient pas se substituer au système électrique. Nous, on vient apporter une brique complémentaire d'énergie locale. On ne va jamais couvrir 100% des besoins d'une zone. D'ailleurs, un des constats qu'on faisait quand on regardait un petit peu partout, et en France et en Europe, les projets, un des freins au déploiement de l'autoconsommation collective, ça a longtemps été la volonté de faire des projets parfaits. Couvrir 100% du besoin des gens qui sont liés et couvrir 100% de la toiture. Nous, on assume le caractère imparfait. On va couvrir entre 15 et 20% du besoin d'une zone d'activité économique, autour de 40% des besoins des clients qui vont nous rejoindre. Et ils vont rester connectés au réseau, ils vont continuer à consommer une partie de l'électricité du réseau, mais on va venir finalement faire une brique complémentaire d'énergie locale. Et ce côté imperfection, c'est important. On parlait de la CSRD hier avec Julien de Normandie et sur les 1200 ou 900 points de comptage nouveaux. Je pense qu'il faut quand même se méfier en partie des logiques de reporting sur la transition, parce qu'on va passer finalement beaucoup de temps sur le trait de plume, alors qu'il y a des fois des gains extrêmement substantiels qui peuvent être faits très rapidement, et souvent on va
le mieux est l'ennemi du bien en la matière, et il est important d'identifier là où il y a les gains d'efficacité, de sobriété, de baisse du carbone les plus importants. Il faut pouvoir prioriser, et c'est encore une fois la question de l'urgence qui nous impose de faire ça. Vous voulez rebondir, Aurélie, Olivia? Non, puis surtout un prix capé. Enfin, c'est surtout ça, avec une visibilité. Quand on a vu l'explosion des coûts pour différentes sociétés qui étaient terribles, des boulangers et tout ça, on se dit que le solaire, enfin, ça vous donne une visibilité sur votre prix et sur vos coûts, qui est très importante. Marjolie Grisard, vous pourriez nous parler d'un projet, hein, vous êtes sur des projets très ambitieux ou des chantiers qui ont déjà commencé, qui nous permettent de voir toutes les pistes implémentées sur l'efficacité énergétique. Lyon, c'est emblématique, par exemple? Alors oui, effectivement, on a énormément de projets. Alors on travaille, on va dire, des projets extrêmement différents. Comme je vous disais, on est présent partout en France. On est aussi aménageur. Donc on fait du petit collectif, comme je vous disais, à Asnières, un aménagement avec des tours de R+10, etc. On a des projets qui vont extrêmement loin. Alors Lyon Confluence, on a répondu à une consultation qui était extrêmement exigeante sur le carbone, sur la biodiversité, sur le réemploi, sur tout un tas de thématiques. Et on sait faire parce qu'on a beaucoup de compétences chez nous et dans notre écosystème. Par contre, notre stratégie principale, c'est de travailler le bas carbone abordable pour tous. Donc on a travaillé, comme je vous disais tout à l'heure, des solutions comme du modulaire 2D. C'est typiquement de la massification dont vous parliez. C'est-à-dire que ce n'est pas pour certains endroits, pour une opération exemplaire, pour les personnes les plus riches du pays, c'est pour qu'on puisse faire du bas carbone partout et que ça reste abordable. Donc on a un certain nombre d'opérations qui se sont développées ces dernières années. On a été pour la 5e année consécutive le premier promoteur bas carbone en France. Ça veut dire qu'on a une production extrêmement importante d'opérations qui vont au-delà de la réglementation. En France, on a cette réglementation qu'on appelle environnement, qui est en fait la réglementation carbone pour la production de logements neufs. On est un des seuls pays qui prend en compte ce embodied carbone, c'est-à-dire ce carbone lié aux matériaux. Voilà. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait au-delà, qu'on était 10% meilleur que cette réglementation. Et ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que ce soit partout sur toutes nos opérations. On a aussi une stratégie en matière de biodiversité. On a rehaussé nos ambitions. En climat, on a l'ambition de baisser de 40% en près de 10 ans le poids carbone par mètre carré. Donc c'est extrêmement ambitieux. On a les leviers dont on parlait. On a aussi une stratégie biodiversité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini des critères et on a dit ces critères, on les applique à 100% de nos opérations. Donc effectivement, oui, on sait faire de l'exemplaire, ça va tirer. On réalise également un quart du village des athlètes à Saint-Ouen. Donc c'est là où on va loger les athlètes pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. C'est aussi un village qu'on appelle héritage, ça veut dire que le lendemain des Jeux Olympiques, on va enlever quelques cloisons et c'est un nouveau quartier de logement. Donc là, on est allé très très loin dans le bas carbone, bois. En coût de construction, c'est des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas massifier, mais ça fait avancer l'innovation, ça fait avancer la recherche. Par ailleurs, le fait d'accueillir des athlètes paralympiques nous a permis aussi de travailler des sujets d'accessibilité pour des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on a des opérations où on va faire de la R&D, de l'innovation comme ça, et puis on travaille bien sûr la massification pour que ce soit accessible pour tous. Alors, on peut passer à une séquence de questions-réponses. Je crois qu'on a la chance d'avoir des experts de première classe. Des jeunes filles vont vous passer le micro. Alors, j'ai vu une question au premier rang, mademoiselle. Voilà, merci beaucoup. On vous écoute, si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Sylvie Perrin, cabinet De Gaulle, Florence, associé notaire. Donc, c'est une question d'abord très spécifique pour Marjolaine Grisard, mais ensuite pour tout le monde. Concernant Nexity, aujourd'hui, combien des bâtiments que vous avez sous gestion ont déjà
engager une transition écologique en pourcentage? Parce qu'on sait que c'est des coûts énormes et c'est beaucoup de temps. Si vous avez à peu près une idée de la fourchette. Et ensuite, une question pour tous. On a tout à l'heure évoqué très rapidement la question de la réindustrialisation. Comme vous le savez, transition écologique va aussi dans l'approche du gouvernement avec une réindustrialisation de la France sur tous les aspects de transition. Comment, tous les trois, dans vos entreprises, vous allez permettre cette utilisation des nouvelles ressources et de la réindustrialisation en concurrence avec évidemment des modes et des actifs et des équipements beaucoup moins chers qui sont produits ailleurs, pour justement peut-être dans ce bénéfice l'introduire? Est-ce que c'est vous? Comment vous allez le faire? Marjolaine Grisard d'abord. Alors, merci pour cette question. Comme je vous disais, on a des axes d'aménagement, de promotion et de services à l'immobilier. Ce qu'on n'a pas, c'est... On n'est pas foncière, voilà, on ne possède aucun asset en propre. Donc pour nos activités de service, effectivement, on va gérer des immeubles pour le compte de particuliers par des activités de syndic, de copro, et puis on va proposer des services de property management pour des propriétaires et occupants. Donc sur les activités de syndic, on forme, on a signé 2 Green Deal avec le ministère, le plan bâtiment durable, où on s'engageait sur un nombre de copropriétés éco-rénovées. On en a re-signé en 2022. On s'engage à éco-rénover plus de 150 copropriétés, soit 10 000 logements. Alors ça peut vous paraître relativement faible, évidemment par rapport au parc national. Par rapport au parc qu'on gère, c'est relativement faible parce qu'il se trouve qu'on gère pas mal d'immeubles neufs. Et au vu des difficultés qu'on connaît pour faire voter ces travaux en AG, parce qu'en fait, ce que font nos collaborateurs qu'on a formés, c'est qu'ils vont accompagner les clients sur des sujets d'études techniques, sur comment est-ce qu'on capte le maximum de financement disponible. Et malheureusement, comme on le sait, il reste souvent ce qu'on appelle le reste à charge, ou un copropriétaire qui peut s'opposer aux travaux. Donc c'est extrêmement pénible, extrêmement complexe, comme vous le savez, je crois que beaucoup d'entre nous le savent. Par contre, on a pensé que voilà, ce niveau d'ambition était important et encore une fois que ça fasse boule de neige. On a signé un premier Green Deal en 2018, uniquement avec le ministère. En 2022, Foncia, qui est le deuxième, un de nos principaux concurrents, nous a rejoint également. Donc a fait un peu comme nous, former ses collaborateurs pour accompagner. Sur le property management, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner sur le décret tertiaire pour la baisse des consommations. On va accompagner sur des thématiques un peu plus larges comme le label ISR. On a aussi proposé des offres bas carbone parce que finalement le poids carbone d'un bâtiment en exploitation, ce ne sont pas que les consommations d'énergie. On a travaillé aussi avec l'association BBCA pour faire un référentiel de certification d'un bâtiment bas carbone en exploitation. Vous allez retrouver toutes les activités de facility management, les travaux. Tout ça, c'est des opérations qui pèsent également. Donc voilà, donc on accompagne nos clients. Donc pour répondre à votre question, la plupart sont quand même dans cette transition. Hein. Et ensuite, c'est la vitesse d'exécution qui peut varier. Vous voulez répondre, Aurélie Godillière? Vous aviez été interpellée. Oui, Sylvie. Nous, sur le sujet de la réindustrialisation, j'en ai un peu parlé tout à l'heure via la formation. On essaye de participer à notre niveau déjà à former des gens au local et pas faire appel à des entreprises de l'Est ou même espagnoles, mais vraiment locales. Donc par cette formation, toute la partie, j'imagine que vous faites parler des équipements chinois, des panneaux solaires, entre autres, des batteries, des choses comme ça. Évidemment, ça peut être, et là je reprends ce que disait aussi Marjorie Guillaume tout à l'heure, ça peut être que collectif aussi. Donc il faut que les intérêts soient alignés entre gérer une collectivité, nous les partenaires, en mettant des critères qui imposent aussi de passer par des entreprises finalement qui auront un coût carbone diminué et industrialisé et fabriqué en France. On est parfois dans certains appels d'offres ou certaines consultations où on est sur une base de prix et pas forcément sur une base de, si vous voulez, de meilleur rapport qualité-prix. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire là-dedans. On est évidemment prescripteur.
et toujours à l'écoute et de démontrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites et largement performantes en France. Je pense que l'adhésion à la transition écologique est essentielle. Et que c'est vrai que quand on est dans des enceintes comme ça, où on est entre convaincus, alors avec des nuances sur les méthodologies, les modes de transition, mais où on est tous convaincus, on peut avoir tendance à oublier que c'est pas forcément le cas, et c'est pas forcément le cas pour toujours, et on voit réémerger des tensions extrêmement fortes sur le sujet. Donc la question de l'adhésion est essentielle. Ça passe, Madame Laville le disait, par la justice environnementale, la justice sociale dans la transition environnementale. Ça passe par la souveraineté industrielle, parce qu'en fait, il va quand même y avoir un certain nombre de destructions d'emplois et d'activités liées à nos habitudes passées. Dans l'oil and gas, c'est certain, mais il y a toute une série d'activités qui vont disparaître. Donc il faut pouvoir offrir des débouchés d'emplois aussi. C'est pas virtuel, la souveraineté industrielle. C'est pas pour les panneaux solaires, c'est pas une maîtrise technologique. Je veux dire, on maîtrise très bien la capacité à produire du panneau solaire. Alors il y a une nouvelle révolution dans les panneaux solaires, le PV organique 3e génération qui permettrait éventuellement d'émerger. Mais la question, je pense, c'est surtout autour de faire adhérer l'ensemble des parties prenantes à la transition énergétique. Et ça passera par des actions collectives. La taxe carbone, ça passe aussi par ce que moi j'appellerais un devoir de leadership ou d'exemplarité de l'État dans ses marchés publics. Des grandes entreprises, on a des fleurons industriels en France, il faut qu'ils acceptent de payer le prix du carbone évité produit en France. Objectivement, aujourd'hui, on a déjà eu un outil industriel en France sur le photovoltaïque qui a été détruit en 2011 avec une destruction d'emplois massive. Entre-temps, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 projets de méga factory de panneaux solaires. Si on maintient des prix aussi bas sans taxe carbone, il est illusoire de penser, en tout cas sans argent public massivement injecté, qu'on va pouvoir recréer un outil industriel. Voilà. Et là, c'est même pas une question de compétence, c'est une question simplement de déséquilibre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je crois que vous pouvez poursuivre la discussion. On est un petit peu contraint par le temps lors des prochains échanges ou des pauses café. Je crois qu'on peut applaudir nos invités. Merci à vous.